Tu portes encore ce collier, dit Charles en jetant un coup d'œil à ma clavicule comme si ça l'offensait. Ne t'avais-je pas dit que ce truc valait au moins 3 dîners? Je le regardais de l'autre côté de la table. La lumière au-dessus de nous était trop vive, la nappe trop blanche, le restaurant trop neuf et sans âme. Sa femme Claire était occupée à déplier sa serviette avec ses doigts manucurés, faisant semblant de ne pas entendre. Oui, répondis-je en posant délicatement mon sac sur mes genoux. Tu me l'as dit. Il se pencha en avant, baissant la voix, mais sans sa cruauté. Bon, si tu veux manger ici, tu pourrais peut-être envisager de le vendre. Je souris doucement. Puis je refermai mon sac et le posai sur la chaise vide à côté de moi. C'est à ce moment-là que je compris. Je n'étais pas venu dîner. Je venais te dire au revoir. Le serveur arriva à ce moment-là, empli de sa chaleur habituelle. Vous prendrez du bar ce soir, madame? C'est très populaire. Je ne resterai pas, dis-je en me levant. Le visage de Claire rougit instantanément. Oh, ne dramatise pas, Martha. Charles plaisantait. Non, dis-je calmement. Il ne plaisantait pas. Pendant un instant, personne ne bougea. Le tintement des verres et les rires murmurés des autres tables continuèrent, détachés de la violence silencieuse qui se déroulait à la nôtre. Je pris mon manteau. Merci pour l'invitation, dis-je, non sans gentillesse. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Charles se leva aussi, un peu trop vite, heurtant du genou la table. Maman, assieds-toi. Tu fais une scène. Je le regardai droit dans les yeux. Mon fils, 46 ans. Un homme qui avait pleuré un jour parce qu'il avait laissé tomber son cornet de glace sur le parking. Un homme dont j'avais veillé toute la nuit pour aider à ranger les manuels scolaires après la mort de son père. Je ne fais pas de scène, dis-je. Je pars, c'est tout. Et je le fis. Dehors, le vent soufflait plus fort que prévu. Je marchais lentement, me stabilisant à chaque pas, refusant de laisser le tremblement de mes mains atteindre mon visage. Le voiturier me demanda si j'avais besoin d'un taxi. Je secouai la tête. J'avais besoin d'air. De temps. Silence. Je descendis la rue, les talons de mes chaussures trop fins pour le trottoir craquelé, les perles autour de mon cou froides contre ma peau. Ce collier était un cadeau de mariage de ma mère. Je ne l'avais pas porté depuis des années jusqu'à ce soir. Un cadeau d'une femme qui comprenait ce que signifiait survivre à une autre qui était encore en apprentissage. J'atteignis le coin de l'ancien fleuriste, devenu un marchand de yaourts glacés, et m'adossai au banc sous l'auvent. Ça sentait le sucre brûlé et le parfum d'adolescent. Pendant un long moment, je restai assise à écouter le bruit du monde autour de moi. Les voitures, les rires, le chien qui aboyait de l'autre côté de la rue. Je sentais encore la voix de Charles résonner dans mes oreilles. Vends tes bijoux si tu veux manger ici. Ce n'était pas que des mots. C'était comme s'il le disait, comme si j'étais un fardeau dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Comme si toutes ces années d'éraflures aux genoux, de fièvre nocturne, de prêts sans fin et de pardons discrets étaient soudain devenus sans importance. Et peut-être l'était-elle. Je regardais le petit sac à main à côté de moi. En cuir marron, propre, mais vieux. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Un tube de rouge à lèvres que je n'avais pas utilisé depuis des semaines. Un chéquier avec mon nom en lettres cursives usées et une minuscule enveloppe contenant une bague en opale. J'avais l'intention de l'offrir à Claire en guise d'offrande de paix, en guise de geste. J'ai failli rire. Au lieu de cela, je me suis levée et j'ai fait le long chemin jusqu'à chez moi. Le ciel se cachait déjà dans la nuit. Wilmington Avenue bourdonnait derrière moi avec la circulation du vendredi. Mon quartier serait calme. Petite maison en briques, lumière du porche, le faible bourdonnement des télévisions aux fenêtres. J'ai déverrouillé la porte de ma maison et suis entrée. Chaleur, chose familière. Ma cuisine sentait encore légèrement la cannelle des tartines du matin. Un carrelage craquelait près du poêle,
La vieille horloge verte qui tic-tac trop fort. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai soigneusement accroché et je me suis assis à table. J'avais mal aux genoux, mais ça ne me dérangeait pas. La douleur, j'avais appris qu'elle n'était qu'un simple rappel. Sur la table se trouvait un petit carnet, mon livre de compte. Je l'ai ouvert. Page après page, des transactions. 400 $ par-ci, 1200 $ par-là. Les frais de scolarité dans une école privée, l'aide au prêt immobilier, le nouveau canapé dont ils avaient désespérément besoin l'année dernière. J'ai feuilleté le carnet. Un mot pour moi-même, écrit des mois auparavant à l'encre délavée. Souviens-toi de qui tu es. N'explique pas. Ne supplie pas. J'ai refermé le carnet et je suis resté debout ce soir. Je ne pleurerai pas. Plus jamais. Qu'il mange du bar. J'avais de la soupe au congélateur et de la dignité dans la poitrine, et les deux seraient chauds. La maison était silencieuse, mais pas vide. Elle résonnait de sons qu'on n'entendait que lorsqu'on avait vécu assez longtemps quelque part, le cliquetis du radiateur qui s'insinuait dans les murs, le léger craquement du plancher du couloir devant la chambre, le bourdonnement sourd du réfrigérateur qui me rappelait l'haleine endormie de mon mari. Je fis bouillir de l'eau et la versai sur un sachet de camomille, laissant la vapeur me monter au visage comme une bénédiction. Je n'alluma pas la lampe de la cuisine, juste celle au-dessus de l'évier. Je n'étais pas encore prête pour la lumière. J'emportai ma tasse au salon et m'assis dans le large fauteuil affaissé où je lisais des histoires à Charles avant de dormir. Le coussin avait encore un creux là où il s'était blotti contre moi, des années avant d'apprendre à lever les yeux au ciel. Il y avait des photos au mur. Notre famille dans des cadres qui n'avaient pas été dépoussiérés depuis trop longtemps. Charles avec son sourire béant lors de son premier jour d'école. Charles à 13 ans tenant un ballon de football plus grand que son bras. Charles et Claire le jour de leur mariage. Ma robe était lilas. Je m'en souvenais parce que Claire avait froncé le nez et dit que c'était un peu grand-mère. Et puis la dernière photo, moi tenant bébé Simon, leur fils, mon unique petit enfant. Il avait 12 ans maintenant. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Je sirotais mon thé, le laissant me brûler légèrement la gorge. Mes yeux suivaient les fissures du plafond qui coulaient comme des rivières tranquilles à travers le plâtre. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. Plus maintenant. C'était quelque chose de plus froid. Quelque chose qui venait après la tristesse, à la fin de la matinée, mais l'amertume s'était installée comme de la poussière dans les coins. Que avais-je espéré de ce dîner? Pas des remerciements. J'avais depuis longtemps cessé de m'attendre à ça. Pas de l'affection. Cela aussi s'était estompé avec le temps. Peut-être juste de la gentillesse. Une table où je ne serais pas traitée comme une relique que l'on se sentirait obligé d'exposer puis de cacher. Un repas où ma présence ne serait pas une transaction. Je posai la tasse et me levai lentement. Mes genoux grinçaient. Mon dos se contracta. Mon corps avait appris à s'adapter à la déception silencieuse, mais mon esprit s'aiguisait. Dans le placard du couloir, derrière un vieux parapluie et une boîte de guirlandes de Noël emmêlées, se trouvait la chemise accordéon marron que je n'avais pas touchée depuis 2 ans. Je l'ai sortie et apportée à la table de la cuisine. Elle sentait légèrement le moisi et le vieux papier. L'élastique était tendu et cassant et a craqué quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, des talons de chèque, des relevés bancaires, des reçus, quelques emails imprimés, des notes manuscrites. J'ai commencé à trier. Un par un, je les ai alignés comme des cartes à un jeu que je savais déjà perdre. Les frais de scolarité, les urgences dentaires, un nouveau climatiseur quand le leur est tombé en panne, les primes de Noël quand Charles était entre 2 emplois, un chèque de 10 000 $ pour un pont d'affaires. Il avait promis de le rembourser dans les 6 mois. C'était il y a 8 ans. Un autre de 4 500 $. La voiture de Claire. Juste un petit prêt, maman. J'ai besoin d'un moyen sûr pour conduire Simon à l'école. Ils avaient demandé si facilement. Et j'avais dit oui si facilement. C'est ce qu'on ne dit pas sur le vieillissement.
Ce n'est pas l'oubli qui est difficile. C'est le souvenir. Tout. La façon dont on vous a demandé, le ton de la voix, les silences après avoir dit oui. J'ai trouvé la lettre de la compagnie d'assurance confirmant la police d'assurance que j'avais encaissée 5 ans auparavant. L'argent avait servi à les aider à rénover leur cuisine. Claire a besoin d'espace. Vous savez combien elle adore cuisiner. À ma connaissance, Claire n'avait pas cuisiné depuis des années. Ils avaient 3 applications de livraison de repas sur leur téléphone. Je les avais vus. J'ai trouvé un post-it froissé coincé entre des reçus, de ma propre écriture. Ne donnez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. J'ai dû l'écrire dans un de mes rares moments de lucidité. J'ai souri. Trop peu, trop tard. J'ai remis les papiers dans le dossier, plus lentement maintenant, plus délibérément. Chacun était un rappel. Chacun un morceau de vérité. Ce n'était pas seulement le dîner. C'étaient les années qui avaient précédé ce moment. La première fois que Charles avait dit « On peut garder ça pour nous ». La première fois que Claire m'avait regardé comme si je n'étais même pas dans la pièce. La façon dont Simon, autrefois curieux, ne me disait plus que 2 mots. J'avais tout permis, chaque dollar, chaque geste, chaque silence. Je m'étais fait de plus en plus petit, jusqu'à ce que même ma présence au dîner me paraisse un luxe qu'il pouvait révoquer. Je me suis levée et je me suis étirée. Mes jambes tremblaient légèrement. Je me suis tenue au bord de la table pour garder l'équilibre, puis j'ai porté le dossier jusqu'au bureau du secrétaire dans un coin et je l'ai enfermé à clé. Demain, j'irai à la banque, mais ce soir, je dormirai. Pas le demi-sommeil agité auquel je m'étais habituée, plein d'inquiétude et de rationalisation. Non, ce soir, je dormirai avec un cœur qui, bien que meurtri, avait enfin commencé à battre à son rythme. Et pour la première fois depuis des années, je ne rêvais plus de ce que je devais. Je rêvais de ce qu'il me restait. Je n'ai pas dormi profondément, mais j'ai dormi profondément. À mon réveil, la lumière qui traversait les rideaux était grise et pure, le genre de lumière matinale qui ne vous demande rien. Je me suis redressée lentement, les articulations raides mais supportables. Rien ne pressait. C'était le don de mon âge. Le temps n'était plus un tyran. J'ai fait du café au lieu du thé. Je voulais l'amertume. À 9 heures précises, j'étais habillée et prête. Pantalon, chemisier, manteau, soigné, modeste. La bague en opale était toujours dans mon sac. Je ne l'ai pas sortie. La banque n'était qu'à 3 pâtés de maison. Je n'ai pas conduit. Je voulais marcher. L'air froid a dissipé les derniers restes de sommeil dans mes os. Et tandis que je descendais le trottoir, passant devant la boulangerie avec sa brume de cannelle et la vitrine de la pharmacie pleine de vitrines de vitamine D, j'ai senti comme un retour de la stabilité. À l'intérieur de la banque, ça sentait la moquette et la climatisation. La file d'attente était courte. J'ai attendu derrière un homme à l'eau de Cologne abusé et une femme tenant un bébé qui me fixait avec un intérêt franc et baveux. Quand mon tour est venu, j'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet de mes comptes personnels. Un jeune homme nommé Terence m'a fait entrer dans un petit bureau vitré et m'a souri avec un sourire narquois. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Fletcher ?» Fletcher ? C'était le nom de mon mari. Je l'utilisais encore malgré l'absence de George depuis 14 ans. J'aimais bien son nom. Solide, gentil. J'aimerais vérifier tous les paiements sortants et les virements automatiques, ai-je dit en posant mon dossier sur le bureau. Terence a cligné des yeux. Certainement. Avez-vous quelque chose de précis en tête ? Ai-je dit en dépliant la première page. Je veux savoir exactement où va mon argent. Et puis je veux en bloquer une partie. Peut-être la totalité. Il a hoché la tête, soudain moins décontracté. Il a tapé sur son clavier, ses doigts longs et pâles. Vous avez plusieurs transactions récurrentes configurées. La plupart sont mensuelles. Aide au prêt immobilier, fonds d'études, crédit bail automobile.
Listez-les-moi, ai-je dit. Tout le monde. Il a imprimé une feuille et me l'a tendue. 14 paiements automatiques totalisant un peu plus de $6,300 par mois. J'ai regardé le papier. Terence aussi. Quelque chose ne va pas, Madame Fletcher? J'ai croisé les mains sur le bureau. Elle semblait plus vieille aujourd'hui, mais elle ne tremblait pas. Non, j'ai dit que tout allait bien. J'ai juste terminé. Terence a incliné la tête, essayant de rester poli. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je veux que tous les paiements automatiques soient suspendus immédiatement, ai-je dit. Jusqu'à nouvel ordre. Je viendrai chaque mois si je dois approuver des virements. Je peux vous aider à mettre cela en place, a-t-il dit. Mais je dois vous informer que certains de ces paiements sont au nom de membres de votre famille. On pourrait vous poser des questions à ce sujet. Je m'y attends, ai-je dit, avant d'ajouter. C'est en retard. Il a hésité. Nous aurons besoin de votre signature sur quelques formulaires, et je vous recommande d'imprimer l'historique complet des transactions afin que vous puissiez en conserver une trace physique. Faites-le, ai-je dit. Pendant qu'il imprimait, j'ai regardé par la fenêtre derrière lui. La rue était calme. Quelques feuilles volaient et des rafales de vent soufflaient. Je me demandais si Charles était réveillé. Si Claire et lui parlait de moi au brunch, ou si j'avais déjà été oublié, le malaise de la veille, balayé par le dessert et l'expresso. Terence m'a tendu les papiers. Je les ai signés proprement, chaque ligne étant réfléchie. J'aimerais aussi supprimer Charles Fletcher comme contact secondaire sur tous mes comptes, ai-je dit. Avec effet immédiat. Terence a cligné des yeux. Vous êtes sûr? Très bien. Il a hoché la tête, puis a tapé. Et si je peux me permettre, avez-vous un nouveau contact secondaire à ajouter? J'ai pensé à Simon, puis j'ai écarté l'idée. Ce n'était qu'un garçon doux et distrait dont l'affection pouvait encore être modelée par les adultes qui l'entouraient. Personne pour l'instant, ai-je dit. Juste moi. Il hocha de nouveau la tête et glissa les formulaires mis à jour dans une chemise avec mon nom sur l'onglet. Tout est en ordre. Vous recevrez une confirmation par courrier. Merci, dis-je en me levant. En sortant, je me sentis étrangement léger. Pas content. Non, ce n'était pas de la joie. Mais c'était quelque chose de plus ferme. De la clarté. Plus besoin de faire semblant. Plus besoin d'essayer de rester utile à des gens qui n'appelaient que lorsque leur voyant moteur clignotait ou que la date limite de paiement de leurs frais de scolarité approchait. Je ne devais d'explication à personne. Je ne devais rien à personne. Sur le chemin du retour, je passai devant le petit cabinet d'avocat à 2 pâtés de maison de la Poste. L'enseigne dehors m'était familière, Harland et Cosa, planification successorale et fiducie. Je m'arrêtai, puis je rentrai. La réceptionniste leva les yeux, surprise. Acceptez-vous les visites sans rendez-vous? Demandai-je. Elle consulta l'agenda. On a quelqu'un de disponible dans 20 minutes. Ça vous convient? Oui, dis-je en m'asseyant. Dehors, le vent soufflait plus fort contre les fenêtres. Mais je ne bougeais pas. Mon manteau était boutonné, mon sac fermé, et pour la première fois depuis des années, j'entrais dans une pièce sans demander la permission. L'avocat était plus jeune que je ne le pensais, 40 ans, peut-être moins, mais sa poignée de main était ferme, et son bureau sentait le bois et l'argent tranquille. Il s'appelait Marcus Harland. Pas d'alliance, un costume bleu marine impeccable, une photo de chien, pas de famille, sur son bureau. Il m'a tout de suite plu. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui, Madame Fletcher? A-t-il demandé en joignant les mains, comme pour me faire comprendre qu'il avait déjà eu cette conversation des centaines de fois, mais qu'il allait laisser la place à la mienne pour qu'elle soit nouvelle. Je veux modifier mon testament, ai-je dit. Et je veux créer un trust. Il n'a pas sourcillé. D'accord, nous pouvons absolument vous aider. S'agit-il d'une révision d'un document existant ou d'une restructuration complète?
Complète. J'ai dit qu'il ne devait rien rester de l'ancien. Je veux un nouveau départ. Il a hoché la tête et a ouvert un dossier. Puis-je vous demander, avant de commencer, si vous avez des objectifs précis pour la fiducie, pour le testament? J'ai regardé par la fenêtre un instant avant de répondre. Le soleil avait percé les nuages juste assez pour projeter une légère ligne dorée sur sa bibliothèque. Oui, ai-je dit. Je veux m'assurer que les personnes qui étaient à mes côtés quand elles n'en avaient pas besoin soient celles qui en bénéficieront quand elles ne le pourront plus. Cela le fit marquer une brève pause, mais il hocha de nouveau la tête. Compris. Nous avons discuté pendant près d'une heure. Je lui ai parlé de Charles, de Claire, de Simon. J'étais juste. Je n'étais pas là pour punir. Je ne cherchais pas à me venger. Je voulais juste que les choses reflètent la réalité. Charles avait été désigné mon unique héritier après le décès de Georges. À l'époque, c'était logique. Je voulais protéger mon fils, mais les fils deviennent des hommes, et les hommes font des choix. Et Charles avait fait les siens. Marcus posa des questions prudentes. Voulais-je les déshériter complètement? Y avait-il quelqu'un d'autre que je souhaitais inclure? J'ai une petite fille, ai-je dit, me surprenant moi-même. Du côté de mon frère. Elle s'appelle Johanna. Elle me rend visite une fois par mois et m'envoie de vraies lettres manuscrites. Je ne pense pas qu'elle sache à quel point cela représente quelque chose. Marcus hocha la tête. On peut établir une répartition en pourcentage ou la nommer bénéficiaire principale. Elle aura la maison, dis-je. Et la voiture. Tout le reste sera versé dans un fonds. Pour elle ou pour une cause de mon choix plus tard. Et votre fils? Demanda Marcus. Sans accusation, juste pour clarifier. J'ai envisagé une lettre. J'ai dit qu'il en recevrait une. Marcus haussa un sourcil, mais n'insista pas. Une fois le cadre établi, il sortit des formulaires. Vous devrez signer ces documents aujourd'hui. Je les légaliserai et nous commencerons ensuite à rédiger les documents finaux. J'ai signé. Ma main tremblait légèrement sur la première ligne, mais ni sur la deuxième ni sur la troisième. À la fin, j'avais mon propre dossier, élégant, gaufré, organisé. Il semblait plus solide que n'importe quelle photo de famille. Avez-vous besoin d'aide pour informer votre famille de ces changements? Demanda Marcus en me raccompagnant à la porte. Non, dis-je, laissez la vie les guider. Elle a une voix plus forte que moi. Dehors, le vent s'était calmé. Je pris le chemin le plus long, passant devant la librairie, le restaurant, le parc. Les bancs étaient vides, les arbres commençaient à revêtir leur manteau d'automne cassant. À la maison, je préparais une soupe, des lentilles et des carottes. Simple, chaud. Je mangeais lentement à table, avec une serviette en tissu plié comme il faut. Pas de télé, pas de téléphone. Ensuite, je sortis la bague en opale de mon sac et la présentai à la lumière de la cuisine. Elle était ravissante, sans extravagance, mais sincère. Une taille cabochon, lisse et rayonnante de l'intérieur. Georges me l'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. J'avais prévu de l'offrir à Claire, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je voulais croire que j'avais encore ma place dans leur vie, d'une certaine manière. Ce geste avait été mon offrande, la preuve que je la voulais toujours. J'ai alors remis la bague dans son enveloppe et l'ai déposée dans le tiroir du haut de mon secrétaire, non pas comme souvenir, mais comme un rappel. Ce soir-là, le téléphone a sonné. C'était Charles. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que le répondeur décroche. Maman, c'est moi. Je me demandais juste si tout allait bien. Claire a dit que tu étais parti un peu brusquement hier. Elle pense que c'était peut-être à cause de son ton, mais je lui ai dit que ce n'était pas possible. Bref, appelle-moi. Il a raccroché. Aucune excuse. Aucune question qui reconnaissait quelque chose de plus profond qu'un désagrément. J'ai décroché le téléphone et effacé le message. Puis j'ai ouvert un nouveau bloc-notes. En haut,
J'ai écrit ce que je voulais. C'était une courte liste. Elle a commencé par la paix et s'est terminée par la libération de toute attente. J'avais 72 ans et je commençais tout juste. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. Vieilles habitudes. Georges disait que la vraie clarté venait avant le petit déjeuner. Je ne l'ai jamais cru à l'époque. Maintenant, je le crois. Je me suis préparé une théière et je me suis assise près de la fenêtre à regarder le ciel s'éclaircir derrière les cheminées. Ce serait une journée tranquille, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Il restait une dernière tâche à laquelle je n'avais pas touché. Une boîte au fond du placard. Ni papier, ni reçu, aucun numéro, juste des souvenirs. Je l'ai sortie de sous une courte pointe pliée. Le carton s'était ramolli au coin. Le ruban adhésif avait bruni avec le temps. À l'intérieur se trouvaient des morceaux de ma vie que je n'avais pas vus depuis des décennies. La vieille montre de Georges ne fonctionnait toujours pas. Un tablier délavé avec une fleur dans la poche. Des cartes d'anniversaire à l'écriture enfantine maladroite. À la meilleure maman du monde, de la part d'un garçon qui ne m'appelait plus comme ça. Au fond, enveloppé dans du papier de soie, se trouvaient les boucles d'oreilles. De minuscules saphirs sertis dans de l'argent. C'était un cadeau de mariage de la mère de Georges. Je ne les avais pas portés depuis plus de 20 ans. Je n'étais pas sûre de les remettre un jour, mais je n'étais pas là pour pleurer. J'étais là pour rendre des comptes. J'ai apporté la boîte à la cuisine et j'ai posé chaque objet sur la table comme une preuve. C'étaient les choses que je n'avais jamais essayé de vendre. Pas même quand le toit a coulé, que la machine à laver est tombée en panne ou que Charles a perdu son emploi pour la 3e fois et a eu besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied. C'étaient les choses que je gardais parce qu'elles comptaient. Et maintenant, il fallait que je décide. Qu'en ferais-je? Je n'étais pas pressée. J'ai fait des toasts, je les ai mangés lentement, puis j'ai appelé le bijoutier. M.C. Andrew Henson, a répondu l'homme. Oui. Bonjour. Je m'appelle Martha Fletcher. J'ai des bijoux de famille que je voudrais faire évaluer. Pas à vendre, juste pour clarifier les choses. Bien sûr, Madame Fletcher. Nous pouvons convenir d'une consultation privée. Quand vous arrangeriez-vous? Aujourd'hui, ai-je dit en fin de matinée. Il m'a donné une heure et je l'ai noté sur le coin du journal de la veille. Puis j'ai soigneusement emballé les boucles d'oreilles, le collier et la bague, séparément, comme si je les envoyais vers un destin différent. J'ai pris le bus. C'était le même trajet que j'avais emprunté pendant des années, quand Georges et moi n'avions pas les moyens d'avoir une deuxième voiture. J'y transportais autrefois des courses et des pulls tricotés main. Maintenant, j'étais assise, une boîte à bijoux souple sur les genoux, dans ce calme que l'on ne ressent plus lorsqu'on a besoin de la permission de qui que ce soit. La boutique était silencieuse, tout en velours et lumière tamisée. L'homme derrière le comptoir était plus jeune que je ne l'aurais cru, peut-être l'âge de mon Charles. Il m'a accueilli avec une chaleur éprouvée, puis m'a conduite dans une petite pièce équipée d'une lampe et d'une balance. Jetons un coup d'œil, a-t-il dit. Je lui ai tendu chaque pièce une à une, et il les a examinées avec la révérence de quelqu'un qui sait reconnaître la valeur. Il s'est arrêté devant la bague. Magnifique monture, a-t-il dit. L'opale est propre. Celle-ci est ancienne, probablement faite main, sentimentale. J'ai hoché la tête. Un cadeau d'il y a longtemps. Il a hoché la tête aussi, comme si c'était une réponse suffisante. Quand il a eu fini, il m'a tendu une feuille imprimée avec des chiffres et des descriptions. Je n'ai pas eu besoin de les lire. Je savais déjà ce que je voulais. Je ne vendrai pas, ai-je dit. Bien sûr, a-t-il dit, mais il est sage de savoir ce qu'on a. Oui, ai-je dit. C'est exactement ça. J'ai glissé le papier dans mon sac à main. En me levant pour partir, il a ajouté doucement. La plupart des gens viennent ici quand ils sont désespérés. Je ne suis pas désespéré, ai-je dit. Je suis réveillé. De retour à la maison,
j'ai rangé les objets. Ni cachés, ni oubliés, juste placés. Cet après-midi-là, je me suis assise à la table à manger avec mon chéquier. J'ai passé en revue chaque ligne que j'avais entourée sur le relevé bancaire, chaque paiement que j'avais suspendu, et j'ai écrit à côté de chaque élément au stylo à quoi cela avait servi. L'assurance de Claire, les repas scolaires de Simon, la deuxième voiture de Charles, l'abonnement au spa, la location d'un chalet pour le week-end. À côté de tout cela, j'ai écrit une deuxième chronique. Remboursement improbable, pas d'amertume, juste la vérité. Je me suis arrêtée au chalet. Je me suis souvenu de l'appel. Maman, cet endroit est parfait pour les retrouvailles en famille. Tu devrais venir aussi. J'avais versé l'acompte. Mais quand le voyage a eu lieu, je n'étais pas invitée. Pas de place, avait dit Charles d'un air penaud. La sœur de Claire vient, et Simon amène un ami. J'ai écrit à côté. Pas oublié. Pas pardonné, pas pleuré, juste marqué. Le téléphone a sonné, pas le fixe, mon portable. Johanna. Salut, tante Martha. Sa voix a gazouillé. Je prenais juste des nouvelles. Comment vas-tu? J'ai ravalé la boule dans ma gorge avant qu'elle ne se lève. Je vais bien, ai-je dit. Occupée, en fait. Super. Écoute, je me demandais, le week-end prochain, je serai en ville pour une conférence. Est-ce que je pourrais passer? Bien sûr, ai-je dit sans hésiter. Apportez votre appétit. Je vais cuisiner quelque chose de bon pour une fois. Elle a ri. D'accord. Après avoir raccroché, je me suis assis un moment dans le silence, à attendre que ça reprenne. Personne ne m'avait demandé comment j'allais depuis des semaines. Pas vraiment. Depuis l'automne dernier, quand j'étais allée passer ce scanner et que Claire m'avait envoyé un texto. Prévenez-nous si c'est grave. Ça ne l'avait pas été, mais même si ça avait été le cas, je savais qu'il ne serait pas venu. La sonnette a retenti, inattendu. J'ai ouvert, et il était là. Charles, balayé par le vent, le visage rouge, sans manteau. Maman, a-t-il dit en s'avançant. Il faut qu'on parle. J'ai reculé, mais pas pour le laisser entrer. Juste assez pour laisser passer l'air entre nous. Je crois que tu as raison, ai-je dit. On le fait. Puis j'ai fermé la porte. Ni claqué, ni verrouillé, juste fermé. La conversation pouvait attendre, mais pas ma lucidité. Le silence après le déclic de la porte était pesant. Je suis restée là un instant, la main sur la poignée, inspirant lentement. À travers le verre dépoli, j'ai vu la silhouette de Charles hésiter, puis reculer. Pas de coup, pas de cri. Il est parti comme quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que la porte se ferme, comme quelqu'un qui avait l'habitude qu'elle reste ouverte, quoi qu'il arrive. Je suis retournée dans la maison et me suis dirigée lentement vers le salon. Il y avait une photo sur la cheminée que je n'avais pas vraiment regardée depuis des années. Georges et moi, bras dessus bras dessous, debout devant notre première voiture, un break bleu cabossé à la peinture écaillée et sans climatisation. Nous étions tous les deux jeunes sur cette photo. Je portais une robe jaune que j'avais cousue moi-même. Georges avait un bras autour de mes épaules et l'autre pointait le capot de la voiture comme si c'était un prix gagné. Nous sourions tous les deux, non pas pour l'objectif, mais l'un pour l'autre. C'était en 1969, l'été précédant la naissance de Charles, le début. Je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé les souvenirs venir, sans y être invitée. J'avais passé tant d'années à les repousser, trop occupée, trop fatiguée, trop nécessaire. Mais maintenant, il n'y avait plus aucune raison de les empêcher d'entrer. Georges était mort tranquillement comme il avait vécu. Une minute, je buvais du café, la minute suivante, je m'affalais sur ma chaise. J'avais su que quelque chose n'allait pas dès que la tasse avait touché le sol. Il était parti avant l'arrivée de l'ambulance. Charles avait 28 ans. Il était arrivé en avion, était resté 2 nuits, avait fait plein de promesses. Je viendrai te voir toutes les semaines, maman. Ça a duré 1 mois.
Je ne lui en voulais pas à l'époque. Les gens vivent le deuil de façon étrange. Et j'étais forte. Du moins, c'est ce que tout le monde disait. J'ai organisé les funérailles. J'ai vendu les outils de Georges. J'ai même tenu la quincaillerie toute seule pendant 1 an avant de la fermer. Puis j'ai recommencé. Personne ne se souvient vraiment de cette partie. Comment j'ai ouvert l'atelier de retouche sur Main Street avec seulement 2 machines à coudre et un prêt que je n'étais pas censé avoir à mon âge. Mais je l'ai fait. J'ai travaillé et j'ai remboursé chaque centime. Quand Charles a été licencié, j'ai envoyé de l'argent. Quand Claire a voulu retourner à l'école, j'ai proposé mon aide. À la naissance de Simon, je suis venue en voiture avec des couvre-lits et des couvertures douillettes. J'ai dit oui tellement de fois que j'ai oublié à quoi ressemblait un nom. Et c'est peut-être là que j'ai fait erreur. Dire oui alors que j'aurais dû demander pourquoi. Donner alors que j'aurais dû attendre. Mais je n'étais pas faite pour attendre. J'étais faite pour agir. C'était ça, la survie. On y arrive en allant de l'avant. Toujours en avant. Je baissais les yeux vers mes mains. Plus fines maintenant, veinées et couvertes de taches de rousseur. Ces mains avaient fait leur vie avec les restes des autres. Ourler des robes, frotter des sols, signer des chèques, porter trop de choses, peut-être. Je me levai et allai dans la chambre. Dans le tiroir du haut de la commode de Georges, toujours à lui, bien qu'il n'y ait pas touché depuis des années, se trouvait une boîte à cigares en bois. À l'intérieur de l'acte de propriété, une pile de vieilles déclarations d'impôts, une lettre que Georges m'avait écrite une fois et jamais postée. Il l'avait laissée dans le tiroir avec un mot sur l'enveloppe pour quand on en aurait le plus besoin. Je l'ouvris avec précaution. Le papier avait jauni et son écriture était crispée et légèrement penchée. Martha, si tu lis ceci, je suis probablement partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais une chose. Tu continueras. Tu le fais toujours. Mais ne laisse pas cela devenir un fardeau. Tu as aussi le droit au repos. Le droit d'être entendu. Le droit de dire non. Tu nous as donné ta vie. Et si je ne l'ai pas assez dit de mon vivant, je le dirai maintenant. Merci. Et ne les laisse pas te rendre invisible. Tu ne le es pas. Tu ne l'as jamais été, Georges. Je repliai la lettre et la remis dans la boîte. Puis je refermai le tiroir et m'assis au bord du lit, les mains sur les genoux. Je réalisai que je n'avais pas attendu que Charles revienne, que Claire s'adoucisse, ni même que Simon se souvienne de la façon dont je lui tenais la main quand il avait peur du noir. Non, j'attendais la permission d'arrêter, et maintenant je l'avais. Pas d'eux, ni de Georges, ni de moi-même. Je me dirigeai vers le placard de l'entrée et en sortis une valise, la bonne. J'ai fait mes bagages lentement, délibérément. Quelques vêtements de rechange, une paire de chaussures souples, la photo sur la cheminée. Je ne savais pas encore où j'allais. Mais je savais que j'irais à ma guise. La maison ne me semblait plus être chez moi. Elle ressemblait à un musée pour quelqu'un que je ne voulais plus être. Le téléphone a sonné 2 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. J'ai passé la soirée à écrire des lettres, pas de longues. Juste assez pour Simon. J'espère qu'un jour tu comprendras le prix du silence. Je t'ai aimé quand tu étais petit, et je t'aime toujours, mais l'amour ne suffit pas à rester là où on ne veut pas. Ah Claire, tu ne me dois pas de gentillesse, mais tu me dois de l'honnêteté. Un jour, j'espère que tu la donneras à quelqu'un, même si ce n'est pas moi. Ah Charles. Je n'ai rien écrit. Pas encore. Non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce qu'il faudrait qu'il apprenne, pour une fois, à s'asseoir dans le silence. Ce même silence dans lequel j'avais vécu pendant des années. Le même silence qu'il m'avait laissé après chaque demande, chaque remerciement, maman. Sans me demander comment j'allais, ce dont j'avais besoin, ce que je craignais, qu'il se pose des questions. J'ai glissé les lettres dans des enveloppes et les ai posées sur le comptoir. Le matin, je ferai des projets. Ce soir, je dormirai, non pas d'épuisement, mais de détermination. Le lendemain matin, je n'ai pas fait de thé.
Au lieu de cela, j'ai ouvert les fenêtres. L'air automnal s'est engouffré comme un invité qui attend dehors depuis trop longtemps. Il a balayé le salon, fait bruisser les rideaux, soulevé les bords des papiers sur la table de la cuisine. La maison a tremblé, et moi aussi. Le changement commence toujours par un frisson. J'ai enroulé un châle autour de mes épaules et me suis tenue au milieu de la pièce. La valise était toujours prête près de la porte, silencieuse et patiente. Mes lettres étaient posées sur le comptoir, non ouvertes, non affranchies. Je n'étais pas pressée. Pas encore. À 9h40, le téléphone a sonné. Je savais qui ce serait. Charles. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois. À la 3e, j'ai décroché. Bonjour, ai-je dit d'une voix calme. Même OM. Sa voix était précipitée, tendue. Ce ton qu'il prenait quand quelque chose dans son monde ne se passait pas comme il l'espérait. Tu n'as pas répondu hier. Je sais. Il a hésité. On peut parler. On le fait, a-t-il soupiré. Non, je veux dire en personne. Je peux venir? Je préfère parler maintenant, ai-je dit, pendant que l'air était encore clair. Silence, puis, d'accord. Je me suis assise. Il ne l'a pas fait. Je l'imaginais faire les 100 pas, son bureau peut-être, ou sa voiture. Il avait toujours du mal à rester immobile quand il n'était pas maître de lui. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il finalement demandé. Claire a dit que tu avais quitté le dîner à cause de quelque chose que j'avais dit. Mais maman, je plaisantais. Tu ne plaisantais pas, ai-je simplement dit. Enfin, je ne voulais rien dire. Mais si. Il a expiré bruyamment par le nez. D'accord, d'accord. J'étais peut-être frustrée. Tu ressasses toujours le passé, les sacrifices, le regard, je voulais juste passer une bonne nuit. Et je voulais du respect, ai-je dit. On est partis tous les deux affamés. Il n'a pas répondu. J'ai laissé ses pattes pousser assez longtemps pour le mettre mal à l'aise. Puis j'ai ajouté, Charles, j'ai annulé les prélèvements automatiques. Ça l'a eu. Quoi? Tout le monde, depuis cette semaine, j'ai parlé à la banque. J'ai parlé à mon avocat. Il a commencé à me couper la parole, paniqué. Attendez, quoi? Vous ne pouvez pas juste maman, ça couvre les études de Simon, l'assurance maladie de Claire, le 2e prêt immobilier. Ça fait des milliers de dollars. Je sais, ai-je dit. J'ai signé les chèques. Vous ne m'avez même pas prévenu. Je n'étais pas obligé. Il a émis un son, mi-rire, mi-ricanement. Vous nous punissez. C'est à cause d'une mauvaise nuit. Non, j'ai dit que c'était à cause de 15 ans. Il s'est tu. J'entendais presque ses pensées, ses rouages tourner, peser ce qu'il pourrait dire pour renverser la situation. Mais je n'étais pas un problème à résoudre. Plus maintenant. Je ne fais pas ça pour te faire du mal, dis-je plus doucement. Je fais ça parce que je ne veux plus être complice. De quoi? De ma propre gomme. Ça l'a fait taire à nouveau. Charles, dis-je, sais-tu quand tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais sans avoir besoin de quoi que ce soit? Sans commencer par « Salut, maman », un truc rapide. Tu te souviens? Il n'a pas répondu. Moi si. J'ai dit que c'était l'année de naissance de Simon. Tu es venu juste pour prendre de mes nouvelles après la mort de Georges. Tu as apporté de la soupe. Tu m'as laissé parler. C'était il y a longtemps. Oui, dis-je. C'était vrai. Maman, allez. Tu exagères. On est une famille. Les familles n'ont pas le droit de se traiter comme des banques avec des paillassons. Je l'interrompis. N'appelle pas ça de la famille. J'ai été très stressé, dit-il en changeant de tactique. L'entreprise, les notes de Simon. Clara. J'ai fermé les yeux. Charles, je ne. J'ai besoin d'excuses. Je n'ai même pas besoin d'excuses. J'ai besoin de limites. Il rit amèrement. On dirait une thérapeute.
J'ai l'air de quelqu'un qui s'écoute enfin. Encore du silence, puis plus doucement. Que attends-tu de moi? Et voilà. La première question honnête. J'ai attendu un moment avant de répondre. Je veux que tu comprennes, ai-je dit. Pas juste m'écouter, pas juste hocher la tête et attendre que je me taise. Je veux que tu comprennes que je t'ai donné ma vie. Et quelque part en chemin, je me suis perdu. Et ça s'arrête maintenant. Il n'a rien dit. Je ne me suis pas précipité pour combler le silence. Finalement, il dit. Et alors? Tu nous coupes les ponts. Je me choisis, dis-je. Si ça donne l'impression d'être coupé, ça en dit peut-être long sur la façon dont nous avons été connectés. Je ne sais pas quoi dire. Je sais. Un autre silence, puis à contre-cœur. Je peux passer demain juste pour parler, dis-je, mais pas pour me convaincre, pas pour revenir sur quoi que ce soit. D'accord, dit-il. J'attendis et, pour la première fois depuis longtemps, ajouta-t-il doucement. Comment vas-tu, maman? Je ne m'attendais pas à ce que la question atterrisse comme elle l'a fait. Je la sentais dans ma poitrine, comme un écho de quelque chose que j'étais avant. Je suis encore en train de réfléchir, dis-je honnêtement. Puis j'ajoutai, mais aujourd'hui, je vais mieux qu'hier. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'accord. Et puis il raccrocha. Je reposai doucement le téléphone. Dehors, le vent avait diminué. Les rideaux battaient moins. L'air était encore clair. Et moi aussi. On frappa juste après midi. Pas bruyant, pas urgent. Juste quelques coups mesurés à la porte d'entrée. J'étais prête. Je l'attendais depuis le petit déjeuner. J'avais même posé 2 tasses sur le plan de travail, même si je n'avais pas rempli la bouilloire. Je n'étais pas sûre de vouloir offrir du thé. Pas encore. J'ouvris la porte. Charles se tenait là, vêtu de son blazer et de son jean habituel, le genre de tenue qui lui donnait un air décontracté, compétent et maître de lui. Mais ce jour-là, son col était froissé et ses cheveux étaient plaqués sur le côté, comme s'il était resté allongé trop longtemps. Il avait l'air fatigué. Pas à cause du travail, mais à cause de quelque chose de plus profond. « Salut, dit-il. » Je m'écartai. « Entrez. » Il ne portait rien, pas de mallette, pas de proposition de paix, pas même Simon, dont la présence aurait pu adoucir les choses. Il entra, parcourut le salon du regard comme s'il avait changé. Rien. Les mêmes photos, la même horloge qui tic-tac trop fort, le même tapis sur lequel il s'allongeait avec ses dinosaures en plastique. Ça sent la cannelle, dit-il. J'ai fait des gâteaux, j'ai répondit-il. Il s'assit au bord du canapé, maladroit, comme un invité, se demandant s'il ne faisait pas un excès de courtoisie. Je m'assis en face de lui dans le vieux fauteuil de Georges. La distance qui nous séparait n'était pas grande, mais on aurait dit un couloir avec trop de portes closes. « Merci de m'avoir laissé venir, dit-il. Je te l'avais dit. » Il hocha la tête, mais ne me regarda pas dans les yeux. Un long silence suivit. Je ne me précipitai pas pour le combler. Finalement, il dit, claire et furieuse. Je haussai un sourcil. Elle pense que tu nous punis. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Charles soupira. Tu as vraiment tout coupé? Oui. Et la fiducie? L'amie de Claire travaille dans le droit des successions. Elle a eu vent d'un problème par le cabinet. J'ai tout mis à jour, dis-je. Légalement, définitivement. Maman. Sa voix s'adoucit, non pas suppliante, mais incertaine. Pourquoi maintenant? Pourquoi si soudainement? Ce n'était pas soudain, dis-je. C'était lent. Douloureusement lent. Comme de l'eau qui coule en train de sculpter. Pierre. Tu n'as juste pas vu ce qui se passait. Il se frotta les mains. Tu penses que j'ai abusé de toi? Je sais que oui. Il tressaillit. C'était la première fissure visible. Tu es ma mère, dit-il.
Je croyais qu'on avait, je ne sais pas, une entente. On l'avait. J'ai donné. Tu as pris. Ce n'est pas juste. Non, j'ai dit que non. Il se pencha en arrière, expirant bruyamment. Tu ne comprends pas la pression qu'on subit. Le travail de Claire est instable. Les notes de Simon baissent. Le prêt immobilier. Tu dis ça depuis 10 ans, l'interrompis-je. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours de l'argent pour de nouveaux téléphones, pour des escapades le week-end, pour des clubs de vin et des séjours au ski. C'est clair. Non, dis-je sèchement. C'est toi aussi. C'est toi qui as fait les choix. Tu étais à côté d'elle pendant qu'elle me regardait comme si j'étais une employée qui avait dépassé son horaire. Il ne protesta pas. Tu as raison, dit-il au bout d'un moment. Tu as raison sur beaucoup de choses. Ça. Je suppose que je ne pensais pas que tu dirais non un jour. Ai-je terminé? Il a levé les yeux, a croisé mon regard. Ouais. Je me suis penchée en avant, les mains jointes. Tu te souviens de la dernière fois où tu m'as serré dans tes bras sans avoir besoin de quoi que ce soit? Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Je m'en souviens, ai-je dit. Simon aussi. Tu l'as déposé pour le week-end. Tu m'as embrassé sur la joue et tu m'as remercié. C'était la dernière fois que tu m'as regardé avec quelque chose qui s'approchait de la chaleur. Il a dégluti difficilement. Maman, je ne te dis pas ça pour te blesser. J'ai dit que je te dis ça parce que j'ai passé des années à penser que si je donnais assez, on se souviendrait de moi. Je serais valorisée. Mais l'amour ne s'achète pas, Charles. Je pensais pouvoir le gagner en me rendant utile, mais ça n'a servi qu'à t'apprendre que je suis venue avec des conditions que tu n'étais pas obligé de remplir. Il passa une main dans ses cheveux. Ses doigts tremblaient légèrement. Je ne m'en rendais pas compte, murmura-t-il. Tu ne voulais pas. Il paraissait plus vieux maintenant. Pas à cause du temps, mais de la conscience. Je n'avais jamais voulu. Sa voix s'éteignit. J'ai attendu. Je ne pensais juste pas que tu te retirerais un jour. Je ne me suis pas retiré, dis-je doucement. Tu as arrêté de me retenir. De nouveau le silence. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, dis-je. Mais tu devras vivre avec la situation actuelle. Ce n'est pas une punition. C'est la réalité. Il hocha lentement la tête. Est-ce que j'ai une autre chance? J'inclinai la tête. Qu'est-ce que tu en ferais? Il ne répondit pas. Et c'était une réponse suffisante. Je me levai. Tu veux une tarte? Demandai-je. Elle est encore chaude. Il parut surpris. Oui. S'il te plaît. J'apportai 2 parts servies dans des assiettes dépareillées. Nous restâmes assis, sans parler, juste à manger. Pour une fois, le silence semblait neutre, ni pesant, ni froid, juste vrai. Lorsqu'il partit 1 heure plus tard, il s'arrêta sur le pas de la porte. Je t'appellerai, dit-il. Seulement si tu veux savoir comment je vais, répondis-je. Il hocha la tête une fois. Je t'appellerai. Je ne savais pas si je le croyais, mais pour l'instant, c'était suffisant. L'enveloppe arriva un mardi, couleur crème, épaisse, le genre de papier que l'on choisit pour paraître important. Mon nom était écrit en cursive soignée. Pas d'adresse de retour. Je n'en avais pas besoin. À l'intérieur se trouvait une invitation, non manuscrite, imprimée par un professionnel avec de petites fioritures dorées au coin. Vous êtes cordialement invité à un dîner de célébration en l'honneur de la bourse d'études de Simon Fletcher. C'était ce samedi. Heure, 18h12. Lieu, Willow Bend Country Club. RSVP demandé. Je la fixai longuement. Il n'y avait aucun mot, aucun message personnel, juste mon nom, comme si quelqu'un du côté de Claire avait décidé de m'inclure à la dernière minute et d'en imprimer un de plus. Pas un mot de Charles. Pas même un coup de fil après sa visite la semaine dernière. Et Simon, je ne l'avais pas vu depuis ses 11 ans. Pourtant,
J'ai tracé les lettres de son nom avec mon pouce. Il avait toujours été un garçon doux, calme, prudent, avec de grands yeux noirs comme son grand-père. Le genre de garçon qui construisait des châteaux avec des coussins de canapé et vous donnait son dessert si vous aviez l'air triste. La dernière fois qu'il m'a serré dans ses bras m'entouraient à peine la taille. J'ai posé l'invitation sur la table et je suis allée à la fenêtre. Dehors, les feuilles avaient commencé à tomber. Rouges, jaunes, cassantes, le genre de feuilles qui s'effritent sous les chaussures comme le passé sous la pression. Je suis restée immobile pendant un long moment. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Johanna. « Salut », a-t-elle répondu, toujours aussi joyeuse. « Es-tu libre ce samedi ?» ai-je demandé. Un silence. « Je crois que oui. »« Pourquoi ?»« J'ai un événement, » ai-je dit. « Et j'aimerais que tu m'accompagnes. » Elle ne demanda pas quel genre de robe. N'hésita pas. Bien sûr. Que devrais-je porter? Je souris. Quelque chose qui te donne un sentiment de solidité. Le samedi arriva brusquement. Je portais la robe vert foncé que je n'avais pas touchée depuis des années. Celle dont Georges avait toujours dit qu'elle faisait ressortir la dureté de mon regard. Je relevai mes cheveux, enfilai mes boucles d'oreilles en perles, sans parfum. Johanna arriva à 17 heures. Elle portait du bleu marine et un rouge à lèvres discret. En me voyant, elle cligna des yeux. « Tante Martha, » dit-elle doucement. « Tu as l'air d'une femme sur le point de tourner la page. »« Pas près, » dis-je. « Je souligne juste. » Elle m'offrit son bras et nous roulâmes ensemble. Le Willow Bend Country Club était aussi insipide et élégant que dans mes souvenirs. De hautes portes vitrées, trop de cuivre, un valet qui essayait de prendre les clés d'une voiture que nous ne conduisions pas. À l'intérieur, la salle à manger était chaleureuse et illuminée d'or, avec des tables rondes recouvertes de nappes blanches et des couverts en argent disposés comme des instruments chirurgicaux. Je les remarquai immédiatement. Charles, Claire, Simon. Simon était plus grand, plus mince. Les mêmes yeux noirs, cependant. Il portait un costume qui ne lui allait pas tout à fait et des chaussures qui n'étaient probablement pas les siennes. Il souriait, riant à quelque chose que Claire lui avait murmuré. Puis il m'a vu, et son sourire s'est estompé. Pas disparu, mais s'est adouci comme s'il ne savait pas comment le formuler. Je me suis approchée de Johanna juste derrière moi. Claire a été la première à se reprendre. Elle a souri, les lèvres pincées. « Martha, je ne pensais pas que tu viendrais. »« J'étais invitée, » ai-je dit calmement. « Bien sûr. » Son regard s'est posé sur Johanna. « Et voici mon invité. » Simon s'est avancé, incertain. « Grand-mère. » Ça m'a fait l'effet d'une claque. Je ne l'avais pas entendu prononcer ce mot depuis 5 ans. « Simon, » ai-je dit en me tendant la main. Il l'a prise. Sa prise était hésitante, mais chaleureuse. « Je suis content que tu sois venu, » a-t-il dit. Et pendant un instant, je l'ai cru. On nous a conduits à nos places, pas à la table principale, bien sûr, au fond, à distance de politesse. C'était bien. Johanna s'est penchée et a murmuré. « Tu veux partir ?»« Non, » ai-je dit. « Je veux voir. » Les discours commencèrent peu après le plat principal. Claire prit la parole la première, pleine d'une fierté prudente. Puis Charles, un peu trop raide, remercia tout le monde de son soutien pour l'avenir de Simon. Il me jeta un coup d'œil, mais ne me nomma pas. Puis Simon se leva. Il était nerveux, mais pas timide. Il remercia ses professeurs, ses parents, son conseiller d'orientation. Puis, me regardant droit dans les yeux, il dit « Et à la personne qui m'a appris à tenir un crayon correctement et à terminer ce que j'avais commencé, même quand les choses devenaient difficiles. » Il marqua une pause. « Ma grand-mère, Martha Fletcher. » Un silence bref mais indélébile s'installa dans la salle. Je ne souris pas. Je n'acquiesçai pas. Je le regardais simplement, car pour la première fois depuis des années,
Quelqu'un me voyait. Après les applaudissements, Simon retourna à la table. Il ne s'est pas assis près de ses parents, s'approcha-t-il. Puis-je m'asseoir ici un instant? Demanda-t-il. Bien sûr, répondis-je. Il baissa les yeux vers son assiette, puis me regarda de nouveau. Je suis désolé de ne pas t'avoir appelé. Je lui touchai légèrement la main. Tu viens de le faire. Nous étions assis là, à manger notre dessert, tandis que Charles, de l'autre côté de la pièce, observait. Claire avait la bouche serrée, les questions qu'elle ne posait pas. Qu'il pose des questions. Qu'il s'interroge, car j'avais fini de leur expliquer. Et Simon, il avait retrouvé son chemin. C'était suffisant. Nous n'avons pas beaucoup parlé après le dessert. Simon s'assit à côté de moi, finissant son gâteau lentement, comme s'il ne voulait pas retourner à leur table. Johanna lui parla de l'école, sans insister. Elle avait cet instinct, cette capacité discrète à décrypter une pièce, à s'immiscer doucement dans le chagrin des autres. À un moment, j'ai senti que Charles nous observait, non pas avec colère, mais avec incertitude. Il ne s'approcha pas. Claire non plus. Qu'il s'y laisse, pensai-je. Qu'ils s'y laissent prendre par leur propre absence. À la fin de la soirée, les gens s'éclipsèrent, embrassades et poignées de main, comme toujours dans ces moments-là. Mais Simon resta à mes côtés. Dehors, sous la douce lueur des lanternes du club, il me serra de nouveau dans ses bras. Sans raideur, ni ostentation. Je suis sérieux, dit-il. Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour eux, dis-je. Je sais. Il jeta un coup d'œil vers le parking où Charles se tenait près de la voiture, les bras croisés, attendant. Je ne sais pas comment être différent d'eux, admit Simon. Tu n'as pas à être différent, dis-je. Tu dois juste décider qui tu vas être. Chaque fois que tu auras le choix, acquiesça-t-il. Alors, je peux t'appeler demain? Oui, dis-je. Tu peux. Johanna et moi le regardâmes s'éloigner, les épaules légèrement voûtées, les mains dans les poches. Un garçon redevenu, l'espace d'un instant. Dans la voiture, aucun de nous deux ne parla jusqu'à ce que nous soyons presque de retour dans mon quartier. Johanna se tourna vers moi. C'était courageux. Ça ne l'était pas, dis-je. C'était plus que temps. Elle ne protesta pas. De retour à la maison, je ne déballai pas mes affaires. Je ne me suis pas assise. Je suis allée directement à la cuisine et j'ai ouvert le tiroir où j'avais laissé les lettres. Celles que j'avais écrites après l'arrivée de Charles. Celles que je n'avais pas postées. Elles étaient toujours là. Je les ai relues, ligne par ligne. Celles pour Simon, je les gardais. Celles pour Claire, je les déchirais en deux. Pas par colère, juste par lucidité. Il n'y avait pas de pont à franchir. Rien à sauver. Celle pour Charles. Je n'avais toujours pas écrit jusqu'à maintenant. Je me suis assise à la table, j'ai sorti un stylo et j'ai commencé. Charles, tu as demandé des explications, du contexte, une carte pour tout ça. Je n'en ai pas. Ce que j'ai, c'est ça. J'ai donné, donné, donné. Et pas une seule fois tu ne m'as demandé s'il me restait quelque chose. Pas une seule fois tu ne m'as demandé ce que ça me coûtait. Tu ne m'as pas vu, Charles. Tu as vu ce que je pouvais faire pour toi. Et quand ça a changé, quand j'ai enfin demandé de l'espace, de la dignité, un simple merci, tu as appelé ça de la cruauté. Mais voilà la vérité. Te dire non est la chose la plus gentille que j'ai faite pour moi-même depuis des années. Il n'est pas trop tard. Mais le chemin du retour ne passe pas par mon portefeuille. Il passe par ton cœur. Si jamais tu le trouves, tu sais où me joindre. Martha, je ne l'ai pas signé, maman. Ce n'était plus un titre. C'était un rôle, et il m'en avait retiré depuis longtemps. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans une enveloppe. Dimanche matin, je l'ai postée. Pas de suivi, pas de recommandé, juste une simple enveloppe blanche à son nom. Puis je suis allée à l'église, pas pour le sermon,
ni même pour la musique. Mais parce que je voulais m'asseoir parmi des gens qui croyaient encore aux secondes chances, qui confectionnaient encore des casseroles pour leurs voisins, qui demandaient encore « Comment allez-vous ?» et qui le pensaient vraiment. Madame Hellé était là, et le vieux monsieur Dunn. Et 2 bancs plus loin, la fille Harris, celle qui avait perdu son mari en juin. Nous nous sommes salués d'un signe de tête comme le font les veuves. Pas de pitié, pas d'intrusion, juste de la reconnaissance. Ensuite, ils m'ont invité à prendre un café au sous-sol de l'église. J'ai accepté. Je suis resté 1 heure. Ils m'ont demandé des nouvelles de Georges, de la boutique que je tenais. Personne n'a demandé des nouvelles de Charles. C'était une gentillesse dont j'ignorais le besoin. En rentrant, la maison ne me semblait plus si silencieuse. Elle me semblait mienne. La valise était encore prête. Je l'ai déballée. Non pas parce que je restais, mais parce que je n'avais plus besoin de partir pour me sentir libre. Les jours suivants se sont déroulés sans bruit. Pas de coup de téléphone, pas de coup, juste le bruissement du vent dans les érables derrière la maison, le craquement occasionnel des planches du porche lorsque le facteur arrivait, le rythme régulier de ma propre routine, le café à 19 heures, la marche au marché à 22 heures, un livre avant de me coucher. Je m'attendais à un petit frisson, à un retour de bâton, mais rien. C'était comme si, ayant réalisé que le puits était à sec, ils étaient simplement partis en chercher un autre. Et puis, vendredi après-midi, une lettre est arrivée. L'écriture était familière, quoique plus tremblante que dans mes souvenirs. Je l'ai ouverte lentement. Grand-mère, je ne sais pas ce que je suis censée dire. Maman et papa ne parlent pas beaucoup de ce qui s'est passé, mais je sais que tu étais là pour moi le week-end dernier, et je sais que tu n'avais pas besoin de l'être. Je suis désolée de ne pas avoir été là, d'avoir oublié que tu étais plus qu'une simple grand-mère pâtissière. Je me souviens de certaines choses maintenant. Tu m'as montré à dessiner des arbres, tu m'as dit que parfois l'amour est discret, mais toujours vrai. Je ne sais pas trop où j'en suis avec eux, mais je sais que je veux te connaître. Si tu me le permets, Simon. J'ai plié la lettre avec précaution et je l'ai posée sur la table. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti quelque chose de plus profond, comme le retour du souffle après une longue plongée. Ce soir-là, j'ai fait une tarte. Pas pour un événement, pas pour des invités, juste pour le réconfort du parfum, de la cannelle, de la pomme et de la chaleur qui emplissaient les recoins de la maison. J'ai emballé une part de tarte dans du papier aluminium, ajouté un mot pour les moments où le monde est bruyant, et je l'ai posté le lendemain matin. Pas un geste grandiose, juste un fil, un pont. Quelques jours plus tard, un autre coup. Pas Charles, Claire. Elle se tenait sur le porche comme obligée. Son manteau était trop beau pour le temps. Ses yeux scrutèrent les haies avant de se poser sur moi. Je pensais qu'on devrait parler, dit-elle. Je ne bougeais pas pour l'inviter à entrer. Elle ajusta la bandoulière de son sac à main. Charles ne gère pas bien la situation. Il a perdu le sommeil. Il est distrait. Il n'est plus lui-même. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Demandai-je. Calmement mais fermement. Elle cligna des yeux. Tu es sa mère. J'étais sa complice. Je corrigeai. Maintenant, je ne le suis plus. Claire se raidit. On fait tous des erreurs. Tu as créé un schéma. Le silence s'installa entre nous. Elle se déplaça d'un pied sur l'autre. Je suis venue parce que je pensais que tu chercherais un moyen de revenir. Je la regardai. Cette femme avec qui j'avais tant essayé de me lier d'amitié. Celle à qui j'avais proposé des bijoux, des recettes, des trajets à des rendez-vous. Celle qui ne m'avait jamais demandé ce dont j'avais besoin. Je l'ai déjà trouvée, dis-je. De retour à moi-même. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Enfin. Eh bien, j'ai essayé. Oui, j'ai dit. Tu as essayé quand ça a commencé à te faire mal. Elle est partie sans un mot. J'ai fermé la porte lentement. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie à la fenêtre de la cuisine. Pour que personne ne la voie, juste pour moi.
Une petite flamme dans l'obscurité. Quelque chose qui brûlait encore après tout ça. Et au matin, la maison ne semblait pas froide. Elle semblait méritée. La première neige est arrivée plus tôt que d'habitude. Je l'ai observée depuis le fauteuil près de la fenêtre, emmitouflée dans un épais châle que George avait rapporté d'un voyage à Asheville. Les flocons tombaient lentement et proprement, recouvrant la rue en silence. C'était le genre de neige qui rendait le monde plus clément qu'il ne l'était. Je n'avais nulle part où aller. Personne pour servir un plat, pas de course pour la vie des autres, juste le rythme régulier de ma propre respiration, la bouilloire qui commençait à ronronner derrière moi, et la paix d'être inutile à tout le monde, sauf à moi-même. J'ai siroté mon thé et rouvert la lettre de Simon. Je l'avais déjà lue 3 fois. Il y avait une phrase vers la fin à laquelle je n'avais pas prêté suffisamment attention. Je me souviens quand tu m'as dit que la vérité ne se crie pas, mais se vit. Je le lui avais dit. Il avait 8 ans, je crois, et il pleurait parce qu'un garçon à l'école le traitait de mou. Je l'ai assis sur la balancelle du porche, j'ai serré ses petits poings dans les miens et j'ai prononcé ces mots comme si j'y croyais. Et maintenant, des années plus tard, il s'en souvenait. Pas les casseroles, pas les cadeaux d'anniversaire, pas l'argent, mais le Porsche, les mots. Moi. C'était le genre d'héritage que je voulais laisser. Pas de biens immobiliers, pas de bijoux, pas de testament soigneusement rédigé ni de plats surgelés avec une étiquette nominative. La vérité vivait, pas criée. Le téléphone a sonné. Juste après midi. J'ai répondu à la 2e sonnerie, sans me presser. Grand-mère, Simon. Oui, je suis dehors. J'ai regardé par la fenêtre et il était là, debout, dans un manteau trop léger pour le temps, un sac en papier à la main, la neige saupoudrant ses épaules. J'ai ouvert la porte. Tu n'as pas appelé avant, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit. Je ne voulais pas te laisser le temps de dire non. J'ai souri. Malin. Il est entré, en essuyant la neige de ses bottes. Je lui ai tendu une serviette et il s'est essuyé les cheveux. Ses joues étaient rouges de froid, mais son regard était fixe. J'ai apporté quelque chose, a-t-il dit en levant le sac. À l'intérieur, un pot de miel, une miche de pain et une petite bougie de travers. C'est moi qui l'ai fait, a-t-il dit en désignant la bougie d'un signe de tête. Un projet scolaire sans le cèdre et l'orange. Je l'ai porté à mon nez et j'ai respiré. Ça sentait décembre et les souvenirs. Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai grillé le pain. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le repas. Il m'observait comme quelqu'un qui essaie de lire lentement un livre, craignant de manquer quelque chose. Après cela, nous sommes retournés au salon. J'ai allumé sa bougie et l'ai posée sur la table basse. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, a-t-il dit soudain. Ni à propos de papa, ni d'argent, ni de quoi que ce soit. Je n'allais pas le faire, ai-je dit doucement. Je voulais juste être là, a-t-il dit, avec toi. J'ai hoché la tête. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de vous. Il a baissé les yeux vers ses mains, puis les a relevés. Avant, je pensais que vous étiez simplement gentil, mais maintenant je sais que vous étiez fort. Vous l'êtes toujours. Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas besoin de moi. Nous sommes restés assis en silence, le silence qui ne donne pas l'impression d'être vide. Tandis que la neige s'épaississait dehors et que la flamme de la bougie brûlait doucement mais sûrement. Ce soir-là, en partant, il m'a de nouveau serré dans ses bras. Pas comme un garçon, comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Je l'ai regardé repartir dans la neige, ses empreintes nettes dans le blanc. Je n'étais pas fière. Je me sentais vue. Dans les semaines qui ont suivi, Simon a commencé à m'appeler tous les dimanches. Pas de longues conversations, juste assez. Quelques nouvelles, 1 ou 2 questions. Des rires parfois, des silences parfois aussi, le bon genre. Celui qui se niche entre des gens qui savent qu'ils n'ont pas besoin de remplir l'espace pour y être accueillis. Un jour,
Il m'a demandé si je me souvenais des histoires que je lui racontais sur le merle bleu qui nichait dans notre boîte aux lettres quand il était petit. Je lui ai dit, bien sûr que je m'en souvenais. Comment il avait pondu 3 œufs, comment on les vérifiait tous les jours, comment je lui avais fait promettre de ne pas toucher au nid. Il a dit qu'il avait écrit un poème là-dessus en cours d'anglais. Je n'ai pas demandé à le lire. Je n'en avais pas besoin. Ce dimanche-là, après avoir raccroché, je me suis retrouvée à la boîte aux lettres, à épousseter le givre. Pas de nid cette fois, juste un souvenir. Claire a appelé aussi une fois, non pas pour s'excuser, mais pour informer. Il y a eu un changement de travail pour Charles, a-t-elle dit sèchement. Il pourrait être absent d'ici le trimestre prochain. J'ai écouté, attendu, elle a marqué une pause, puis doucement. Il ne va pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé. Il ne dort pas. Il se promène dans la maison la nuit. Il dit que ta lettre ne veut pas sortir de sa tête. Je n'ai rien dit. Je ne demande rien, a-t-elle ajouté. J'ai juste pensé que tu devais savoir. C'était la chose la plus humaine qu'elle médite depuis des années. Merci, ai-je dit, sincère. Elle a raccroché. Une semaine plus tard, une lettre de Charles arriva. Pas dactylographiée, courte, juste 6 lignes. Maman, tu avais raison. Je ne t'ai pas vu. J'ai vu ce que tu m'as donné. Et je pensais que tu serais toujours là pour donner. Je ne sais pas comment arranger ça, mais j'en ai envie. Si jamais tu en as envie, appelle-moi. Bisous, Charles. Je n'ai pas pleuré. J'ai rangé la lettre dans le tiroir à côté de celui de Georges. Certaines choses ont besoin de temps. D'autres doivent juste rester là où elles sont. Comme preuve que la clarté, quand elle vient, est souvent trop tard pour se rétablir, mais juste à temps pour faire les comptes. Ce dimanche-là, Johanna est venue. Nous avons fait de la soupe ensemble, comme au bon vieux temps. Elle a épluché des carottes pendant que je coupais des poireaux. Nous nous sommes déplacés dans la cuisine comme des femmes qui comprenaient ce que signifiait être utile sans être utilisée. J'ai vu ton nom sur la liste des donateurs au refuge pour femmes, dit-elle. Je ne l'ai pas mis là. Eh bien, il est là. J'ai haussé les épaules. Qu'il se pose des questions. Elle a souri. Tu changes les choses, même maintenant. Je remets les choses en ordre. Je me le suis dit. Plus tard, nous avons mangé en silence. Le silence qu'on mérite. Le silence qui vient après que tout a été dit. En partant, elle m'a embrassé sur la joue. Tu sembles plus léger, a-t-elle dit. Je ne porte plus ce qui ne m'a jamais appartenu, ai-je dit. Après son départ, j'ai éteint les lumières, je suis resté au milieu de la maison et j'ai écouté. Pas de voix, pas d'exigence, juste mon souffle, juste le silence. Et je me suis senti comme à la maison. La nouvelle année est arrivée sans cérémonie, sans fête, sans champagne, juste moi, assis dans mon fauteuil avec une tasse de thé, regardant la trotteuse de l'horloge murale faire passer la nuit au matin. Quand l'heure a changé, je n'ai pas dit un mot. J'ai juste expiré, et ça a suffi. Le premier lundi de janvier, je suis allée à la banque. Non pas parce que quelque chose clochait, mais parce que je voulais voir mon équilibre, mon nom, la trace ininterrompue de mes propres décisions. Terence m'a accueilli comme un vieil ami. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là, il a juste souri et m'a dit « On a encore ces papiers de succession dans nos archives si tu veux les consulter. » Je ne change rien, ai-je dit. Je voulais juste me rappeler que c'était vrai. Il comprenait. Les bonnes personnes ne sont pas toujours de famille. Après ça, je suis passée à la poste. J'avais commandé une petite plaque en laiton avec le nom de Martha Fletcher, résidente. Je l'ai vissée moi-même cet après-midi-là, les mains fermes malgré le froid. Quand j'ai eu fini, je me suis reculée et je l'ai lu à voix haute une fois. Pas pour les voisins, pour moi. Le lendemain, j'ai reçu une carte par la poste. Sans adresse de retour.
À l'intérieur, une photo de Simon debout près de la bibliothèque du campus, emmitouflé dans un manteau de laine, tenant une pancarte sur laquelle était écrit « Premier de la famille, mais pas le dernier ». Il y avait un post-it plié à l'intérieur. Ta voix est dans chacun de mes pas. Je l'ai épinglé sur le tableau en liège de la cuisine, à côté de vieilles recettes et de listes de courses. Ce week-end-là, j'ai fait du pain pour la collecte de l'église. Non pas par obligation, mais par envie. Il s'avère que le don est toujours vivant en moi. Mais maintenant, il a des limites. Les gens ont commencé à le remarquer. Madame Hellé m'a demandé si j'envisagerais de reprendre l'animation du groupe de lecture communautaire. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Monsieur, fini. Apportez une caisse de bois de chauffage et je n'ai rien dit, je l'ai juste dit sous le porche. Même Claire a envoyé une carte. Pas des excuses complètes, juste une ligne soigneusement écrite. Nous aurions tous pu faire mieux. Je le comprends maintenant. Je n'ai pas répondu. Il vaut mieux laisser certaines choses sans réponse. Un soir, vers le crépuscule, j'étais assise sur la véranda, une couverture sur les genoux et une tasse de café refroidissant à la main. Les enfants du quartier jouaient en bas de la rue, emmitouflés dans des doudounes, se criant des bêtises dans une langue que seuls les jeunes semblaient connaître. Et je pensais, non pas à ce qu'on m'avait pris, mais à ce que j'avais récupéré. Ni à la vengeance, ni même à la réconciliation, juste à l'espace. Le droit de choisir, le droit au repos, le droit de ne plus être utile et d'être encore visible. Georges aurait aimé cette version de moi, non seulement pour sa force, mais aussi pour sa paix. Lorsque la lumière de la véranda s'alluma, je ne bougeais pas. Je restais assise un moment, laissant le silence s'installer autour de moi comme un second châle. Il y aurait toujours des échos de dîners non dits, d'anniversaires oubliés, de services rendus par le silence, mais ils ne faisaient plus mal. Ils existaient, tout simplement, comme de vieux meubles dans un coin, autrefois utiles, mais désormais inutiles. Je n'attendais plus qu'on m'invite. J'avais construit ma propre maison en moi, et elle tiendrait le coup. On dit que la plupart des femmes de mon âge deviennent invisibles. J'y croyais. Puis j'ai cessé de me montrer comme on l'attendait, et soudain, tout le monde s'est mis à me regarder. Le pharmacien m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour atteindre quelque chose. La jeune femme de la boulangerie m'a appelé « Madame » et m'a proposé une réduction. Même l'employé de la compagnie d'électricité, qui ne m'avait jamais regardé dans les yeux pendant toutes ces années où j'avais payé les factures impayées de Charles, a marqué un temps d'arrêt et m'a demandé si j'allais bien ces derniers temps. J'ai dit oui, et je le pensais vraiment. Ce n'était pas la vie que j'imaginais avoir à 70 ans. J'avais imaginé des vacances remplies de rires bruyants et de tables en désordre, des petits-enfants endormis sur les canapés, quelqu'un qui criait de la cuisine. « Maman, où est la cannelle ?» À la place, le silence règne. Une petite maison au sol usé, une seule voix, la mienne, qui s'y déplace sans hésitation. Et c'est suffisant. Certains matins, en me promenant dans le quartier, je constate que peu de choses ont changé. Les grands-sons gardent toujours leur pelouse trop soignée. Les enfants martinaises roulent toujours trop vite à vélo au coin de la rue. Le même arbre près de l'arrêt de bus penche toujours à gauche, comme s'il en avait assez de faire semblant de pousser droit. Mais j'ai changé. Je ne me recroqueville plus dans les conversations. Je n'explique plus mes choix comme si j'avais commis un crime. Je ne me demande plus si j'ai été trop dur, trop froid ou trop tard. J'étais pile à l'heure. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message vocal de Charles. Sa voix était plus douce, plus lente. Salut, maman. Je ne sais pas si tu écouteras, mais je voulais te dire que j'ai relu ta lettre 2 fois et que je crois que je commence à comprendre. Tu n'es pas obligé de me rappeler. Je voulais juste que tu saches que je t'écoute maintenant. Je ne l'ai pas supprimé. Je n'ai pas rappelé. Certaines portes restent fermées, non par colère, mais par compréhension. Certains amours sont meilleurs à distance. Simon me rend visite une fois par mois maintenant. Il ne reste pas longtemps.
On prend le thé, on parle livre. Parfois on s'assoit tranquillement et on mange ce que j'ai cuisiné. Il m'apporte des nouvelles de l'école, de ses projets. Il me pose des questions non seulement sur le passé, mais aussi sur moi, qui j'étais, qui je suis. Un jour, il m'a demandé si j'avais déjà regretté quelque chose. Je lui ai répondu que non. Le regret, c'est croire qu'on avait le pouvoir de choisir différemment alors qu'on ignorait même l'existence d'un tel choix. Mais je sais que c'est mieux ainsi maintenant. Ces jours-ci, j'écris dans un petit carnet que je garde près du lit. Pas pour les autres. Juste pour moi. J'écris ce que je remarque, ce dont je me souviens, ce que je refuse d'oublier. Le billet d'hier. La liberté ne vient pas quand on arrête de prendre. Elle vient quand on cesse de donner ce qui n'a jamais été à nous. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Sans rêve. Pourtant, si vous lisez ceci et que vous avez déjà eu l'impression d'avoir disparu le jour où on a cessé d'avoir besoin de vous, n'y croyez pas. Vous n'avez jamais été invisible. Vous regardiez simplement les mauvais yeux. Commencez par les vôtres. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Pas pour moi. Pour toutes les femmes à qui on a dit qu'elles devraient être reconnaissantes du silence.